Coopération Cameroun-Russie, un nouvel élan. Le titre qui barre la une du quotidien national bilingue rend compte de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales vieilles de 60 ans. La diplomatie, le commerce, les investissements et l'éducation sont entre autres les domaines de la coopération à approfondir, souligne Cameroun Tribune. La publication se réjouit d'ores et déjà de la signature au terme du sommet de Saint-Pétersbourg d'un accord d'exemption de visa. Le chef de l'État camerounais succomberait donc à la tentation russe d'après-mutation qui souligne tout de même l'attachement du pays de Paul Biya aux partenaires chinois et occidentaux. Alors qu'une nouvelle page des relations entre le Cameroun et la Russie semble s'ouvrir, celle des décès provoqués par la secte terroriste Boko Haram peine à se refermer. 9 morts au compteur, c'est le bilan affiché par le jour dans l'extrême nord du pays. La région crie effectivement à l'horreur dans l'île de Darak, où 8 pêcheurs ont été égorgés par Boko Haram, rapporte pour sa part Mutation. Le même journal parle dans une autre édition du climat peu chaleureux qui règne au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Des responsables en service dans le sud et le littoral ont été sanctionnés, note le quotidien, pour implication dans la délivrance de titres fonciers irréguliers. Une affaire de corruption foncière relayée également par le Messager. À travers le titre de Punisher, le quotidien présente les arguments juridiques de répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale sur lesquels s'est appuyé le ministre Henri Eyebe Aïssi pour sanctionner 6 de ses collaborateurs. Autre actualité importante dans les journaux cette semaine, c'est l'application des grandes orientations données par le président de la République au chef du gouvernement. Joseph Dion Ngouté siffle la fin de la récréation dans le domaine des bâtiments en construction au cours d'une réunion interministérielle. Série de mesures urgentes prescrites dont la démolition des immeubles non conformes à découvrir dans Cameroun Tribune. Dans les colonnes de Cameroun Tribune et Éco-Santé, revivez aussi la campagne Vacances sans sida, récemment lancée en présence des ministres de la Santé et de la Jeunesse. L'initiative de la première dame du Cameroun a déjà touché, selon Éco-Santé, plus de 116 000 personnes via la communication numérique. La sensibilisation devrait s'intensifier durant la 21e campagne en cours. C'est en tout cas l'un des objectifs visés en 2023 par les 800 pères éducateurs en mission. La revue de presse se referme. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Parmi les faits majeurs qui ont marqué l'actualité de cette semaine, il y a la dédicace de l'ouvrage qui porte le titre « Décentralisation et développement local au Cameroun », une analyse de la contribution du PNDP. Le PNDP, c'est le Programme national de développement participatif. Cela s'est passé à l'hôtel Hilton de Yaoundé en présence du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, représentant personnel du président de la République. Le prélude de cet ouvrage porte chose inhabituelle, porte donc la signature du président Paul Biya. Il est à rappeler que c'est le fruit d'un regard rétrospectif, voire évaluatif, opéré par les chercheurs sur les activités menées par le Programme national de développement participatif, créé en 2004, en vue de porter un jugement de valeur sur les mérites et les impacts. Au regard de cette actualité, Scène de Presse interroge donc ce soir l'apport du PNDP au processus de décentralisation en tant qu'instance d'accompagnement. Et pour en parler, nous avons dans ce studio Adrienne Paul Demenou Tapamo. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le maire de Fokwe, c'est dans la région de l'Ouest. Oui, précisément dans le département de la Ménois, dans la partie sud-est du département de la Ménois. Vous avez longtemps cheminé avec le PNDP? Oui, bien sûr, depuis 2013, date à laquelle j'ai occupé ce poste de maire pour la première fois. Et je rappelle que vous avez gagné le prix du guichet performance.
Oui, c'est exact. J'ai gagné ce prix. 50 millions quand même, c'est voilà, j'étais la commune la mieux gérée de l'Ouest en 2017. Bravo, Madame le maire. Merci. En face de vous, Wassili Amawa est parmi nous. Bienvenue, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Alega. Alega. Merci d'être venu. Vous venez de très loin. C'est à une trentaine de kilomètres de Maroua, dans la région de l'extrême nord. Exact. Vous avez connu le PNDP dans quelle rencontre exactement? J'ai connu le PNDP depuis sa création. Puisque je suis maire depuis 2009. En face de vous, c'est Dr Ondoa, Robert Ondoa. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alega. Consultant du PNDP, parce que vous aussi, vous avez travaillé avec le PNDP. Alors, Madame le maire a parlé tout à l'heure d'avoir été lauréate du guichet performance. Un comité national de sélection a été mis sur pied à cet effet. Qui était présidé par le ministre David Aboué-Machoui. Et j'en faisais partie. C'est vous qui avez donné le prix à madame? Ben oui. Disons qu'on a reconnu à madame ce qu'elle méritait. Merci. Oui. Merci beaucoup, docteur Robert Ondoa. Et enfin, docteur Pierre-Nka, bonsoir. Bonsoir, c'est Véran Ringamelin. Un habitué de l'émission, il est journaliste, politologue, directeur de publication de Sens Politique. Je vous recommande d'ailleurs ce journal-là. Il est assez profond dans ses analyses. Merci d'être là. Merci à vous qui prenez la peine de regarder cette émission chaque dimanche soir. À partir de la Constitution de 1996, le président de la République a fait de la décentralisation l'un des piliers de sa politique de modernisation du Cameroun. Et dans cette perspective, le gouvernement a pris des actes pour rendre effectif et tangible la décentralisation et le développement local. La création du Programme national de développement participatif en 2004 est donc un élément témoin de cette démarche. Le PNDP a été créé pour servir d'outil opérationnel d'instance d'accompagnement d'un processus qui devait aboutir au renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale. 16 ans après, on peut valablement interroger la portée des actions du PNDP dans les différents domaines d'intervention que nous connaissons tous, à savoir la planification communale, l'engagement citoyen, l'identification et la maturation des projets, la formation, l'amélioration de la gouvernance comptable et financière des communes, l'appui à l'autonomisation des personnes socialement vulnérables et la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Tout cela était dans le portefeuille du PNDP. À la cérémonie de dédicace du livre, le ministre David Aboué-Machoui, qui était donc président du comité de sélection de ceux qui recevaient les prix guichet performance, a résumé le travail du PNDP en 2 termes. Il parlait de la marque et de la trace du PNDP. À son terme, le PNDP a-t-il véritablement laissé des marques? Selon vous, je commence par Madame le maire de Foucault. Merci, Monsieur Alega, pour la parole donnée. Oui, certainement. Et les traces sont là. Le PNDP en a laissé et en a laissé beaucoup. Vous avez dans les missions du PNDP cité tout ce que le PNDP avait à faire. Ces objectifs ont été atteints et c'est visible sur le terrain. Parce qu'avant, les communes faisaient une navigation à vue sans véritable outil de planification de leurs actions. Avec le PNDP, on nous a appris à élaborer les plans communaux de développement, qui en fait sont des outils qui remontent les besoins des populations à la base, à travers différentes sous-structures. Le PND descend, il y a des comités villageois qui leur disent quels sont leurs besoins. Ensuite, il y a des comités qui se mettent pour évaluer. Et puis, après, il y a des comités de suivi quand les projets sont déjà mis en place, après maturation, bien sûr. Il y a des comités de suivi des ouvrages, les comités d'entretien des ouvrages. Et il y a ce que l'on appelle les conseils municipaux élargis au sectoriel. Parce que il faut inclure tout le monde. C'est un processus inclusif pour que tout le monde se sente bien et que l'engagement citoyen de l'État soit celui que l'on est en droit d'attendre et que la participation citoyenne, du fait qu'on l'a intégré à la base du projet, aide à pérenniser les ouvrages déjà acceptés et à pérenniser les ouvrages. On ne s'arrête pas là, le PNDP a fait beaucoup. Le PNDP a formé des cadres communaux pris en charge
par eux pendant 4 ans. La première année, les cadres formés, et les cadres les cadres des services financiers, ainsi que des services qui s'occupent des projets sur le terrain, et les cadres s'occupant également des communautés ont été formés et payés. La première année, le PNDP a assuré les salaires 100%. La deuxième année, 75%, la commune prenait 25%. La troisième année, 50%, la commune 50%. La quatrième année, 25%, la commune 75%. Et par la suite, la commune devait prendre en plein pot le personnel ainsi formé, dédié pour les tâches. Et les résultats sont là. Hein. Nous avons vu l'amélioration de nos programmes budgétaires et financiers à travers des programmes comme Simba, qui nous aide qui a informatisé la gestion budgétaire et comptable des communes et mettre les communes en réseau. Il y a le ProADP qui aide les cadres formés à une meilleure gestion des projets sur le terrain. Il y a les comités villageoises qui, elles, s'approprient et puis qui sont une instance de décision, qui sont consultées dans la réalisation des projets. Il y a le guichet performance et autres, et les guichets des communautés. On a le même sentiment 16 ans après. Le sentiment est partagé, M. Alegambele, parce que je pourrais ajouter à ce que Madame vient de citer. Par exemple, dans la commune de Méry, le PNDP nous a construit un gigantesque marché qui fait d'ailleurs la fierté de la commune et de l'arrondissement. Et tout dernièrement, à travers le projet IMO, le PNDP a formé des jeunes qui se sont déjà installés, certains à leur propre compte, et ils s'en ont fiers. Objectivement, docteur Undoua, le PNDP, tel que le projet, le programme, le mécanisme de financement a fonctionné, on peut s'enorgueillir aujourd'hui. Oui, monsieur Alega, je voulais d'abord dire que, en fait, si vous me permettez, la décentralisation dans son concept, je peux exagérer en disant que c'est la démocratisation de la démocratie. C'est-à-dire, même quand si on dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple et pour le peuple, il est toujours resté longtemps que certaines élites, même si elles avaient été élues, tant bien que mal, avaient confisqué la gestion des communautés. Et donc, avec cette volonté affichée du président pour faire avancer la décentralisation. Le but final, c'est que les populations prennent en main la gestion de leur territoire. Et à cet effet-là, le PNDP a donc joué un rôle majeur pour les accompagner. Il me souvient que dans certaines communes, nous avions des receveurs municipaux qui n'avaient aucune notion, je veux dire, ne savaient même pas allumer un ordinateur. Je n'exagère pas. Ça, c'était et certains n'étaient même pas comptables et ne comprenaient rien à la comptabilité. Mais aujourd'hui, les maires en témoignent. Et les communes se sont appropriées les outils modernes pour impulser un développement palpable et durable. Donc on peut apprécier ce que le PNDP a fait pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées. Un regard un peu distant, docteur PNK, le PNDP est un acteur majeur de la décentralisation au Cameroun, depuis 2004 quand même. Vous évaluez ces actions comment au moment où on arrive à la fin de ce projet? Je dirais d'entrée de jeu que ce que le PNDP a fait s'inscrit dans la logique du Cameroun, dont processus à pas faire. Parce que lorsque vous parcourez l'ouvrage, lorsque vous parcourez les différentes célébrations, par exemple, j'ai eu l'occasion de relire le numéro spécial Les Échos du PNDP de 2010 sur les 10 gouverneurs. Chacun dit un excellent outil, tout est bien fait.
Mais je pense que c'est un instrument important, mais c'est aussi un instrument qui est resté pendant longtemps élitiste. Élitiste, je préfère le dire ainsi d'entrée de jeu parce que le style de management qu'il y a au PNDP est un management spécifique et qui épousait plus ou moins les contours de ceux qui étaient à la tête de cette institution. C'est-à-dire, lorsque vous voyez par exemple la coordonnatrice, c'est quelqu'un, Marie-Madeleine Nga, qui a de la haine dans le management et qui assoit son management sur des questions bien précises où on observe aussi quand même qu'elle est restée plus ou moins dans le carcan fonctionnel. Je l'ai dit pourquoi? Parce que le PNDP nous est apparu, nous autres, comme un instrument de l'État, pas de décentralisation, mais de déconcentration. Déconcentration, je peux être sévère à ce point, c'est que le PNDP est resté dans les agglomérations urbaines en termes de pensée. C'est-à-dire, les 10 sièges régionaux du PNDP sont dans les capitales régionales. Ça pouvait peut-être se justifier, mais on pensait, à notre sens aujourd'hui, quand on a du recul, on se dit pourquoi cet organe n'a pas été aussi décentralisé que son objet. C'est-à-dire se retrouver. Pourquoi je le dis? Parce que l'approche phare du PNDP et le maire de Fouquet, madame a bien précisé, c'est l'approche village. Et le village, plus ou moins, c'est là-bas qu'il y a la bataille de la décentralisation. Si on réussit la bataille de la décentralisation au niveau du village, on est sûr que l'effet va arriver au niveau des localités. Mais on a quand même la chance de dire que le plan communal de développement, il faut le noter, qui est un produit phare du PNDP en termes de planification. Planification, pourquoi? Parce que Madame Nga est également un produit du MINEPAT, qui est devenu aujourd'hui l'instrument transversal de planification. Elle a pensé qu'au niveau des communes, il fallait aussi une boussole. Et le président de la République, dans les politiques publiques, a pensé à cela. Depuis 2013, ceux qui lisent la circulaire présidentielle au gouvernement en matière de préparation du budget, il insiste toujours sur le plan communal de développement. Il demande au ministre de s'inspirer de ce document qui clenche avec l'approche classique des politiques publiques où on pense à Yaoundé, se disant que le plan communal de développement, il est pensé à partir du village et on pouvait remonter pour rééquilibrer les choses. Alors, donc je dirais c'est un document, c'est un instrument à parfaire, c'est pourquoi ce n'est pas un plaidoyer d'entrée de jeu, mais je pense que l'État même dans ses coulisses pense qu'il ne faut pas mettre un terme au PNDP aujourd'hui et peut-être il faut revivre le PNDP autrement. J'aimerais quand même dire, au risque de paraître un avocat du PNDP et de sa coordonnatrice, qu'il faut comprendre le contexte et la situation. On vient vraiment dans un cadre où tout est concentré et puis on a beaucoup travaillé avant que le PNDP ne commence et au MINEPAT, les fonctionnaires ont beaucoup travaillé pour aboutir à quelque chose. Et donc, le premier outil qu'on lance vraiment sur le terrain pour aller vers les populations, les collectivités territoriales, c'est le PNDP. Et puis, ne jamais oublier que vous avez donc le MINEPAT et vous avez les partenaires du développement, les financiers. La Banque mondiale qui était là. La Banque mondiale pour relever le caractère élitiste. Donc, il ne fallait pas juste tomber dans la gestion du village alors qu'on a des partenaires à convaincre qui doivent... donc, il fallait que cet outil-là reste un peu élitiste. Je n'en disconviens pas, je souligne simplement ça. Je voudrais intervenir pour dire la finalité, c'est quoi? Que l'on atteigne les populations à la base. Et là, est-ce que le PNDP a joué ce rôle? Le PNDP a joué ce rôle parce que, je prends l'exemple de l'Ouest, la capitale régionale, c'est à Bafoussam, les bureaux sont là-bas, mais le PNDP a toujours été sur le terrain, fait les descentes sur le terrain, travaille avec les mairies. L'outil résultant de cette proximité avec la base
c'est le plan communal de développement. Parce que quand on doit élaborer un plan communal de développement, le personnel du PNDP est mis en mission dans les villages. Ils y logent in situ, vivent avec les communautés villageoises, de jour comme de nuit, et ne sortent du village que quand ils ont fini de faire le travail. 1. Et 2, quand on a fait ce travail, on met tout le monde autour de la table pour qu'on puisse le valider au niveau de la commune. Il y a un conseil municipal, mais qui élargit aux différents sectoriels, parce que les problèmes sont posés à la base dans divers domaines. L'eau, l'électricité, la santé, les hôpitaux, les infrastructures et tout. Donc on met tout ce bon monde, y compris les communautés elles-mêmes à la base, autour d'une table. Des réunions siègent avant, et puis quand il faut valider, le conseil municipal est là, avec chaque conseiller qui représente aussi sa communauté à la base. Et tout le monde est sur place, on vérifie tout, on échange, on amende. Donc le PNDP est là. La réussite du PNDP, enfin, dire que le PNDP est élitiste, entre guillemets, parce qu'il a des bureaux à Bafoussam, je crois non, c'est l'action qui est importante. Et de ce point de vue, sans dire que le PNDP est une structure parfaite, je crois qu'elle a largement atteint ses objectifs. Je pose la question autrement. Est-ce que les populations se sont appropriées le concept PNDP? En mairie, par exemple, est-ce qu'on a compris ce que c'est au départ? Si, comme je vous ai dit tantôt. On n'estimait pas que c'est un organe qui vous apporte de l'argent, on peut construire une route, on peut donner un peu d'argent à un groupe d'initiatives communes pour faire ci, pour faire ça? Comme je vous ai dit tantôt, les populations savent et sont tous les jours dans le fonctionnement du PNDP. Je peux prendre un exemple. En dehors de programme IMO, dans le cadre des forages, par exemple, dans un village, avant d'aller faire un forage, le PNDP met sur pied ce qu'on appelle le comité de gestion. C'est la population qui est là et qui valide. Donc, le PNDP au village est ressenti à tous les niveaux, dans tous les quartiers, je peux dire. Je voudrais, si vous me permettez, ajouter que les solutions endogènes, qui en fait sont des outils qui permettent aux populations non seulement d'identifier les problèmes, mais de les résoudre pour certains. Ça a été implémenté vraiment par le PNDP. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des comités de gestion qui nous aident à pérenniser les ouvrages et qui ont compris, grâce à l'approche participative, grâce à la participation citoyenne des populations à la base, il y a cet outil de gestion, les solutions endogènes aux problèmes, qui font qu'aujourd'hui, dans les villages, rien n'est parfait. Il ne faut pas croire qu'après le passage du PNDP, tout va comme sur des roulettes. On est des hommes, avec tout ce que ça comporte comme défaillance dans les gestions, mais les gens ont compris que la route que l'État souffre pour amener là, il faut l'entretenir. Si il y a un petit trou, il faut vite faire, parce que au village, les routes en terre, c'est 3 ans après les dégradations qu'on commence. Il faut dégager les rigoles, il faut entretenir les points d'eau, et à travers tous ces comités, il faut l'hygiène et la salubrité dans les villages. Les gens prennent de plus en plus conscience de ce que eux-mêmes doivent prendre leur destin. Cette question, je voulais dire, est très importante, et je veux rejoindre le docteur Nka qui a dit qu'il y avait à améliorer, il y avait à parfaire. Parce que dans le cadre de guichet performance, le 3e domaine concernait effectivement l'appropriation de la démarche PNDP. Et en son temps, beaucoup de mairies ont perdu de points sur cet aspect de... Madame la maire est certainement gagnante, donc elle a fait des bons scores, mais c'est un point qui reste vraiment à parfaire,
que les communes s'approprient la démarche participative. Parce que ce n'était pas évident, vu d'où nous venons, et où c'est décidé, et puis il faut appliquer. Maintenant, pour descendre, pour décider ensemble ou suggérer à partir du bas, ce n'est pas évident que ça réussisse. C'est vrai, Alégan Mbélé, pour rester dans la logique de Madame le maire, oui, vous êtes une commune bon exemple du PNDP. Pas parfaite. Non, bon exemple. J'ai dit bon exemple du PNDP. Mais vous voyez bien, et le consultant Elundou qui a travaillé en interne, on doit le reconnaît. Pourquoi? Parce que le statut même du PNDP montrait cette faille au niveau de l'appropriation. À l'intérieur du PNDP, il y avait un seul poste qui n'était pas décentralisé, qui ne se retrouvait pas dans les régions. C'était le poste d'assistant communication. C'était le seul à Yaoundé. Dans les régions, il n'y en avait pas. On était obligé de bricoler. C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, c'était élitiste. Parce qu'il faut une communication. Le développement aujourd'hui et la décentralisation nécessitent une sorte de communication sociale afin que les maires, désormais, et les communautés soient en phase. Le plan communal de développement dont vous avez fait allusion, ça se fait tous les 5 ans, normalement. Il est actualisé. Oui. Vous voyez qu'au cours d'une réunion, tous les 5 ans, tout le monde est autour de la table. Après, il y a une sorte de relâchement. Le PNDP reste dans les capitales régionales. Oui, ils redescendent. Oui, ils ont donné les dotations aux agents de développement. Oui, on a fait ceci. Mais le contrôle au quotidien manquait plus ou moins. C'est pourquoi vous allez voir, il y a plusieurs ouvrages du PNDP qu'on a visités, qu'on connaît tous, mais qui, à un moment donné, faute de communication sociale adaptée à la spécificité qu'est la décentralisation, le développement local, ces infrastructures ont bénéficié de l'argent des bailleurs, mais n'ont pas survécu d'une année à l'autre, faute de prise en charge. Et vous les maires, ça c'est un bon... c'est vrai, Alégan Mbélé l'a dit un peu subrepticement, mais en réalité, le PNDP était un guichet utile pour les maires. Les actions, si le PNDP partait estampiller ses actions PNDP et on mettait pour les maires, quelque part il y aurait beaucoup de problèmes chez les maires parce que en réalité votre quote-part qui était de 10% sur la plupart des financements était marginal par rapport à ce que le PNDP et la Banque mondiale et après l'Union européenne, la France, l'Agence française de développement mettaient pour la construction de ces projets. Alors, moi, je veux réagir à ça pour dire que le docteur Nka vient de dire quelque chose qui me paraît alors même central. Il a dit que le PNDP était un outil pour le maire. Justement, moi, ma descente sur le terrain a montré que la personne clé pour le développement, c'est le maire. Et donc, par le passé, le maire n'a pas vraiment... le maire n'a pas été mis au centre du développement local. Du développement local. Enfin, le maire va jouer son... Parce qu'avant, vous arrivez, le maire, il est en conflit avec tout le monde. Il est en conflit avec son secrétaire général, qui n'est pas... Il est en conflit avec le receveur municipal, à qui il adressait souvent les notes pour décaisser l'argent, un bout de papier, ainsi de suite. Et il était même parfois en conflit avec son propre conseil. Mais aujourd'hui, avec cet encadrement et cet accompagnement, le maire prend vraiment son rôle central. Et maintenant, il a les outils qui lui permettent, lui, le maire, de décentraliser. Peut-être que le PNDP a fait le travail que les maires devraient faire. C'est pour cette raison qu'ils sont d'accord avec le travail qui a été fait sur le terrain. Le PNDP il s'est substitué un peu. Le PNDP ne s'est pas substitué. Le PNDP, c'est un outil d'accompagnement et il a accompagné. Je prends un exemple simple. Dans une commune, dans votre commune, quand on voit un pont qui relie 2 villages, portant l'estampille PNDP, on s'est dit, monsieur le maire, madame le maire a fait ce pont, alors que c'est le PNDP. Mais les structures étatiques sont là pour accompagner les mairies. Oui, mais politiquement... La décentralisation, c'est comme un enfant qui naît. Si un enfant naît
et que vous ne le contrôlez pas dans le berceau, suivez étape par étape sa croissance. Mais l'enfant ne deviendra pas un homme de main. La décentralisation méritait d'être accompagnée par l'État. Et heureusement, l'État l'accompagne à travers diverses structures, dont le PNDP. C'était le bienvenu. Monsieur Allega, laissez un peu... Vous revenez à votre question de tout à l'heure de Pont. La finalité, c'est quoi? Le bien-être des populations. Ça ne vous a pas échappé que le maire devait souvent choisir entre plusieurs projets. C'est-à-dire que le PNDP ne vient pas et dit que nous faisons ceci ou nous faisons cela. Souvent, c'est le maire qui juge ce qui est bien et prioritaire pour les populations et l'inscrit dans le rôle. Dans l'ordre des priorités. Oui, deuxièmement, monsieur Allega, les maires, les choses ne tombent pas du ciel au Cameroun. Souvent, les maires que vous voyez là, c'est de bureau en bureau, bousculer ici, une connaissance par là, pour que quelque chose arrive. Les choses n'arrivent pas juste comme la pluie tombe du ciel. Il y a un travail de fond pour qu'un projet arrive à être inscrit dans le rôle. Mais il faut dire, moi, pour convenir avec vous, que le PNDP ne vient pas demander aux maires de croiser les mains. Les maires qui ont croisé les mains n'ont pas reçu grand-chose, mais ceux qui ont bousculé auprès du PNDP, en remontant des projets, en les maturant, en mettant dans la base des données du PNDP, ont eu plus de chances d'avoir plus que les autres, étant entendu que même si les bailleurs ont soutenu cette action, les ressources n'étaient pas illimitées. À la dédicace du livre Décentralisation et développement local, le ministre Georges Elanga Obam était le représentant du président de la République. On va écouter ce qu'il a dit à l'occasion de cette cérémonie. Il m'est choix de prendre ce jour la parole en qualité de représentant personnel du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, à cette cérémonie de dédicace du livre intitulé Décentralisation et développement local, une analyse de la contribution du Programme national de développement participatif, PNDP, préfacé par ses très hauts soins. J'y vois une singulière marque d'estime pour l'œuvre du PNDP, un véritable adoubement présidentiel de ce qu'il convient d'appeler le label PNDP, dont le souci de l'excellence, visible sur l'ensemble du territoire national, est également perceptible dans la production intellectuelle qui nous réunit ce jour. Le PNDP, comme acteur pionnier, a contribué de façon remarquable à la construction et à la consolidation de l'édifice juridique à travers notamment l'accompagnement de nombreuses réformes législatives et réglementaires. Le PNDP, sous le leadership constant et décisif de son coordonnateur national, Madame Marie-Madeleine Nga, a été par son action transformatrice, par sa contribution à l'ingénierie du processus qui se mettait en place, a été, disais-je, un outil précieux, véritable instrument de concrétisation des premiers pas de la décentralisation camerounaise, consécutivement aux lois de 2004. Les 2 décennies d'exécution de ce programme lui ont permis de devenir l'un des principaux outils d'accompagnement de la décentralisation. C'est le lieu de renouveler à tous les personnels passés et présents du PNDP le témoignage de satisfaction du gouvernement. C'est le lieu de redire à Madame Marie-Madeleine Nga
que son nom est gravé en lettres d'or dans l'histoire de la décentralisation camerounaise. C'était le ministre que nous avons regardé. Je voulais partager avec vous le point de vue de Pierre-Patrick Djou. Il est expert en intelligence économique. Il nous a fait parvenir cette note de lecture. Vous allez certainement dire ce que vous en pensez. Il dit ceci, et je cite, « La seule évocation du titre de l'ouvrage marque la rupture avec un passé non lointain auquel le développement suivait un tunnel sous la forme d'un entonnoir. Le séjour du PNDP dans le bateau des acteurs financiers du secteur public pour le développement local pendant une douzaine d'années et demie a donné un résultat positif si on s'en tient à l'évaluation quantitative de ces réalisations en termes de projets d'infrastructures, de base et socio-collectifs. Ce résultat, dit-il, reste cependant non productif, surtout en ce qui concerne les défis de l'économie résidentielle. Le PNDP a plus financé les micro-projets d'infrastructures de base qui, pour la plupart, étaient des initiatives muettes sur le plan économique. Or, cet organisme, dit-il, pouvait se pencher au financement des investissements à reproduction économique, leur permettant de se prendre en charge eux-mêmes au niveau des collectivités territoriales décentralisées et aussi permettre à ces collectivités d'engranger des recettes dans les zones économiques. Il dit que nous avons assisté à une confusion du jeu de rôle entre le FECOM et le PNDP au niveau du financement des projets, voire une appréciation qui n'est pas acceptée. Nous avons assisté aussi à une confusion qui permet aujourd'hui d'avoir un regard un peu mitigé face au travail du PNDP. Alors les questions, il dit en 16 ans, et je souhaite que vous répondiez, les réalisations du PNDP ont créé quelle richesse au niveau national? L'action du PNDP, il faut la situer dans un contexte. Nous sommes dans le contexte, je vais schématiser, de l'obscurité dans la décentralisation. Et le PNDP arrive... Bien éclairé. Oui, en 2004, comme la bougie. Et tout le monde se rue derrière le PNDP. On voit bien la lumière de la bougie. Oui, j'utilise bien la lumière de la bougie dans l'obscurité. Et la chance du PNDP, ça marchait pourquoi? Parce qu'il y avait un management qui était proche. Ceux qui ont reçu l'ouvrage verront que la coordonnatrice nationale du PNDP signe avec le nom de Jésus-Christ, qu'elle met en lumière. Elle croit en cela. Ce qui fait que toutes les actions qu'elle mène ou son équipe avec sont désintéressées. C'est-à-dire les cadres du PNDP niveau régional ou national ne visent pas tant les postes politiques. Donc ils font des actions plus ou moins, comme il dit, muettes, d'assainissement. Sauf qu'il y a eu des évolutions. J'ai parlé ici tout à l'heure d'élitisme. Élitisme n'est pas péjoratif. Élitisme, c'est que ce n'est pas connu de tous. S'il y a eu le retour, plus ou moins, l'assainissement dans le cadre de Boko Haram, dans l'extrême nord, c'est le travail du PNDP qui a donné du travail aux jeunes en créant des activités génératrices de revenus. En créant à un jeune qui va travailler dans le cadre de l'approche IMO, on épargne son argent, on lui verse une partie chaque mois, l'autre c'est d'épargne. Au terme du processus IMO, il lance son activité génératrice de revenus, il devient contribuable dans la mairie. Ça, c'est fait. Le problème, il cite le FECOM. Le FECOM est une institution étatique qui vit des fonds de l'État et c'est la banque des communes. Cette lecture qu'il donne est une lecture hyper dangereuse pour la décentralisation. Pourquoi? Parce que toutes les institutions de la décentralisation, si elles ont besoin de réformes, elles doivent travailler pour un intérêt particulier, l'intérêt des populations. Or, le FECOM et le PNDP, ceux qui ont cheminé, voient que chacun dit qu'il travaille pour la décentralisation. Sauf que le mode de financement est différent. Le FECOM est la banque, je chute par là, le FECOM est la banque des communes, dont son activité est essentiellement économique pour rentabiliser placement d'argent et avoir des retours sur investissement pour toujours avancer. Ce qui fait que vers 2013-2014, ceux qui sont dans les arcanes savent que l'État a pensé à l'après-PNDP. Parce qu'il faut le dire, excusez-moi d'être long, le PNDP est la capitalisation du programme national de vulgarisation. Il y avait un autre programme qui a été capitalisé et qui a donné le PNDP. Aujourd'hui, l'État lui-même a pensé, il faut que le lobbying soit fait
de manière transparente afin que FECOM, si possible, et PNDP fusionnent pour donner ce qu'on appelait à l'époque l'Agence nationale de développement, soit locale, soit quelque chose de ce genre qui puisse servir les intérêts à la fois de l'État et de la décentralisation. On va revenir sur l'après PNDP. Je voulais dire ceci. Jeudi, lors de la présentation du livre, je crois qu'il y a un maire qui a tout illustré et qui a dit c'est comme une femme qui s'est mariée dans un régime monogamique, qui se voit un jour entraînée dans un régime polygamique. Sans son consentement. Oui, et donc, il voulait vraiment dire que cette notion de partage de pouvoir, parce que c'est un peu ça la décentralisation, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui doit accepter de perdre une portion de son pouvoir. Et c'est là qu'il y a toute la difficulté dans la décentralisation dans notre pays. C'est que on a été longtemps habitué à une gestion et on nous en propose une autre. Une qui fait perdre au premier une bonne portion de leur pouvoir. C'est un peu le problème. Comparer le PNDP au FECOM, c'est même très malsain. Parce que les deux structures, même en taille, même en budget, ne se valent pas. Mais il y a quelque chose parfois de malsain. Il estime que le résultat qu'on a aujourd'hui du PNDP reste non productif. Non, il est productif. Je vais prendre un exemple. Le PNDP a financé des activités dans divers domaines, y compris l'infrastructure routière, par exemple. Il y a un adage qui dit que quand là où la route passe, le développement suit. Alors, le PNDP finance une infrastructure routière. Le PNDP, de par sa philosophie, aide les populations locales à s'organiser en comité d'entretien des routes. Les routes sont, grâce à ces comités, quand ça marche bien entretenues, les bassins agricoles sont désenclavés, les populations vaquent mieux à leurs occupations, vont dans des champs qu'ils avaient laissés en jachère depuis des années parce qu'il n'y avait pas de route. Grâce à cette route, les cultures sont faites, les champs laissés en jachère sont cultivés, ils récoltent les vivres, il y a des revenus pour les ménages et tout ça. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet productif. L'effet productif, c'est que les champs qui étaient abandonnés là sont cultivés et on récolte et les familles ont des revenus pour pouvoir mieux gérer les enfants d'un et de deux. Pendant même la mise en œuvre des projets, quand une route est mise en œuvre, il y a la main-d'œuvre locale, comme le maire de mairie l'a dit. La main-d'œuvre locale est utilisée. Les ressources qui sont engrangées par ces main-d'œuvre locales leur permettent de mener des activités pour ceux qui savent bien se gérer. Et quand c'est dans l'approche IMO, tel qu'il a dit, décrit dans l'extrême nord, c'est encore très très bien. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas été productif. Ça a été productif. Je reviens sur une même idée, du point de vue de la santé. Je reviens sur une idée que j'ai émise tout à l'heure. Là, je n'ai pas le droit d'émettre des idées, mais c'est un point de vue aussi, vous pouvez pas le partager ou pas. C'est que les maires sont contents du PNDP parce que le PNDP leur apportait du soutien. Ça permettait de combler parfois des manquements. Un peu réagir. Allez-y, monsieur le maire. Surtout sur le mot non productif. Mon marché, qui me rapporte quelque chose à la fin de la semaine, ou bien à chaque marché, ce n'est pas une production. Les centres de santé qui sont fréquentés, ça contribue au développement de la communauté. Les enfants qui fréquentent dans les infrastructures, les salles de classe. Ils ont l'électricité. Il y a l'éducation. Ce n'est pas une production à la longue. L'agriculture. Je voudrais ajouter ceci, Monsieur Allega. Ça coûte cher à une commune
de ne pas produire, de ne pas faire son conseil municipal à temps, dans les délais. Ça coûte cher. Et le simple fait que le PNDP ait largement contribué à ce que les communes tiennent leur conseil à temps était d'un apport considérable, très considérable. Oui. Alors, tout semble bien pour les maires, je suis d'accord avec vous. Tout est bien pour vous. Tout est bien pour nous. Oui, tout est bien. Quelles ont été les limites du PNDP? Qu'est-ce que le PNDP aurait dû faire, peut-être pour faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui? Vous l'auriez attendu sur quel terrain, par exemple? Là, vous allez nous sortir, comme tout est bien, je crois qu'il y a quand même... Sur le plan global, moi, je pense que le PNDP a été partout. Hein. Le PNDP a embrassé tous les secteurs. Je ne vais pas dire que dans chaque commune, le PNDP a tout fait. Mais si j'ai reçu l'électricité et avec le BIP, j'ai l'eau, le voisin d'à côté reçoit l'eau, avec, je ne sais pas moi, le FECOM à l'électricité ou bien les routes, les actions se complètent. Appui aux organisations professionnelles, tout ça? Oui, les actions se complètent. Mais donc le PNDP a joué son rôle. On ne peut pas dire que dans les 360 communes, plus les communautés urbaines, que le PNDP a embrassé tout partout et a tout réalisé partout. Mais nous apprécions à juste titre ce que le PNDP a fait dans nos communes. Tout n'était pas parfait, mais... Je veux, s'il vous plaît, je veux justement dire que les limites du PNDP vont être les limites que la plupart des structures et des administrations au Cameroun ont. Lorsque nous menions le guichet performance, il nous est arrivé plusieurs fois de relayer en recommandation plusieurs problèmes des maires que le PNDP n'a pas pu résoudre. En avait-il les moyens? Par exemple, il y a quelque chose que nous avons retenu, que nous avons nommé expressément, comment nous avons dit ça, les barrières non réglementaires. Le mot c'est-à-dire que... Expliquez-vous. Je veux m'expliquer. Des pratiques non réglementaires. Pour qu'un maire tienne son conseil municipal, il faut la présence de monsieur le préfet. Et ça, les maires ne vont pas le dire souvent. Et souvent, monsieur le préfet, malgré le fait que dans ses attributions à lui pour faire ce genre de travail... Ce que vous voulez le dire... préfet, c'est la tutelle administrative des mairies et sa présence se justifie très bien lors des conseils. Il n'a pas fini, il continue. Les pratiques non réglementaires qui faisaient que tous les maires ne tiennent pas le conseil. Parce que l'enveloppe de monsieur le préfet, monsieur le maire qui n'a pas encore reçu l'argent qui vient de l'État ne peut pas donner ça. Et l'une des causes majeures pour lesquelles il y avait les délais de tenue non respectés des conseils, c'est que monsieur le maire n'a pas les fonds pour recevoir monsieur le la tutelle. Je m'inscris en faux. Non. Moi, je suis d'accord que vous vous inscriviez en faux, mais au moins, c'est un problème que nous avons réglé d'une localité à une autre et nous avons écrit ça comme les pratiques non réglementaires. Et ça, si beaucoup de maires entendent ça, mais les maires ne peuvent pas en parler, mais moi j'en parle. Je ne suis pas maire, mais moi j'en parle. Je voudrais poser la question n'engage que vous. Est-ce que l'argent a la couleur? Vous dites qu'on attend seulement l'argent qui vient l'argent que mais nous attendons le maire ne l'a pas. Le maire ne l'a pas. Nous avons d'ailleurs reçu le préfet des DEA qui est venu nous faire presque un coup pour nous éclairer, éclairer les maires ce qu'ils devraient faire. Si vous allez à Pitois, le maire de Pitois qui a gagné peut-être 3 fois ou 2 fois le guichet performant a été en procès avec le préfet plus d'une fois pour les causes pareilles. Donc je ne suis pas en train de dire j'ai été sur le terrain pour ça.
Et ça, vous estimez que... Dénoncer les exigences des préfets. C'est vrai, nous n'avons pas ce problème. Dénoncer les exigences des préfets. C'est vrai, pour revenir... Son problème à lui, il faut le comprendre, son problème à lui, c'est que c'est l'un des problèmes que le PNDP n'a pas pu régler de manière globale. C'est ça, parce que j'ai demandé quelles étaient les limites du PNDP. Vous m'avez dit, tout s'est bien passé. Est-ce que le PNDP venait régler ce genre de conflit? Non. Je ne sais pas si conflit il y a. Parce que il ne faut pas laisser les vrais problèmes pour aller poser ce que j'appellerais faux problèmes. Les maires ça ne fait pas partie de la gouvernance locale? Si, ça fait partie. Si ça existe vraiment. Donc ça entre dans le champ du PNDP. Les maires attendent. Les maires attendent, surtout les mairies du monde rural comme les nôtres. On va dire qu'on ne dit plus mairie rurale, mais on est dans les milieux ruraux. C'est notre situation, c'est notre vécu, on n'a pas honte, on ne s'en cache pas. Les maires attendent le soutien de l'État en termes financiers pour pouvoir mener à bien son agenda. Attends. Les maires attendent que l'État mette à disposition les CAC. Attends. Parce que je vais prendre l'exemple d'une mairie comme la mairie de Fouquet. Nous avons quel tissu économique là-bas? Rien. On reçoit quelque chose parce qu'il y a la péréquation, les grandes métropoles et tout. Nous n'avons rien comme tissu. Nous avons un marché central qui est au chef-lieu éponyme, la commune de Fouquet, qui se tient une fois par semaine. Et quand on a bataillé, parce que moi-même, je suis toujours en basket sur le terrain, les jours de marché, une fois par semaine, quand moi-même je suis là avec tous mes collaborateurs, parce qu'au début, je ne leur faisais pas confiance, quand on a bataillé, on peut ramener du marché 10 000 par semaine. Pendant les périodes de fête, les parents se débrouillent pour faire plaisir à leurs enfants et tout. Donc, il y a des commerçants qui affluent. Si on a une recette, la recette la plus élevée, on va être à 25 000 francs. C'est pas avec ça qu'on va se développer. C'est pas avec ça qu'on... Donc, on attend que l'État nous appuie véritablement. Je ne pense pas que... Vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas encore appris qu'un préfet est venu demander qu'on lui donne, je ne sais pas moi quoi. Mais le problème des retards, c'est les ressources. C'est les ressources, c'est les ressources. Si nous avons les ressources, monsieur, nous tenons nos conseils à temps. Et 4 fois l'année. Oui. Parce que maintenant, même c'est 2 fois l'année. Je ne suis pas ici pour... j'ai fait un travail sur le terrain avec les maires. Ce que les pratiques non réglementaires qui font que, à cause des finances, on ne peut pas tenir le conseil. Ce qui fait que, lorsque votre conseil n'est pas parvenu à temps, les CAC dont on parle, vous ne les avez pas. Donc, et ça, ce sont les... Je ne veux pas attendre que les maires que vous êtes, et moi je vous comprends, accusent le préfet ici, ce n'est pas vous. Mais moi, je vous parle de ce qu'on aurait voulu que, dans le cadre de faciliter le travail des communes, nous en avons fait une recommandation écrite et noir sur blanc. Ce n'est pas avec les plaintes des maires. C'est vrai, les Gambélé. Moi, l'action du PNDP, il faut prendre ça sur le plan anthropologique et le territorialiser dans la localité. Le PNDP, au début, a fait beaucoup d'erreurs. C'était des erreurs d'apprentissage. On va vous raconter des anecdotes qui furent souvent qu'au départ, souvent dans le Septentrion, on construisait un point d'eau pour les femmes, alors que, anthropologiquement, on n'a pas compris que le point d'eau à côté des femmes n'est pas bon pour elles. Donc, elles n'allaient pas puiser l'eau là-bas, elles allaient toujours à la rivière avec leur calebasse sur la tête. Ça, c'était un problème anthropologique. Au fur et à mesure, le PNDP a corrigé ça. En termes de gouvernance locale, parce que ce qu'il pose là, le PNDP a outillé les communes. C'est pourquoi moi, lorsqu'un monsieur dit qu'il n'y a pas eu de gains matériels, il y a des externalités positives en termes de bon travail. C'est-à-dire la passation des marchés publics dans les communes. C'était du n'importe quoi. Avec le PNDP, on a vu comment on a formé ces personnels. Aujourd'hui, il y a possibilité que, si on dit qu'on a construit
un hôpital ou bien une salle de classe à tel endroit, on utilise le GPS. On se rend compte que le bâtiment est effectivement là. L'usage en est une autre, mais le bâtiment est là. Et ce type d'action, c'est ce qu'il faut capitaliser. Lorsqu'on a dans des communes des personnels qui maîtrisent le tirage. Le problème du PNDP à un moment donné, c'est qu'ils n'ont même pas contraint certains de leurs personnels à rester dans les communes. Des gars ont utilisé, il faut aussi dire ça, des citoyens ont utilisé le PNDP comme rampe de lancement. Sachant que tu vas faire un CV avec PNDP, organe financé par la Banque mondiale, l'Union européenne, GIZ et tout le monde, ça passe plus facilement. Donc ils ont fait ça comme un tremplin pour aller se battre autrement, abandonnant la mission du PNDP qui était, moi je les appelle les humanitaires de la décentralisation. Oui, ça fait partie des difficultés réelles que nous avons eues. C'est nos difficultés vraiment. Parce que il y a eu quelques difficultés quand même. Oui, le personnel qui a été... Voilà, Madame le maire, on vous écoute. Oui, on est sorti de son champ. Bon, les difficultés que l'on a eues par rapport à ce personnel formé par le PNDPC. Effectivement, une fois qu'il y avait les effets d'expérience dans la mairie, bon, les gens partent. Et ça se passe même jusqu'à aujourd'hui. C'est même l'une des difficultés que nous avons. Des fois, ils quittent carrément l'administration pour faire valoir leur expertise ailleurs. Ou bien dans l'administration, ils sont nommés par-ci, par-là. Et le temps qu'on ait un autre personnel, que l'on forme, que l'on adapte, bon, ça impacte quand même sur la mission de la commune à la base. Oui, mais on ne peut pas non plus... Oui, on ne peut pas non plus empêcher aux gens d'avoir des ambitions. Oui, il faut avoir des ambitions. C'est vrai, je tiens à le marteler aussi. Il faut qu'on soit objectif et rendre au PNDP ce qu'ils ont fait. Toutes les lois de 2004 jusqu'au code de la décentralisation, le PNDP a fait un travail de fond. La fonction publique dont on parle aujourd'hui, le PNDP, par le recrutement de ces personnels, était à cette base. Le problème aujourd'hui, c'est comment consolider. Peut-être les gens voient le PNDP à durée déterminée, c'est-à-dire les différentes phases de décaissement du PNDP, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'échéance, les gens naturellement partaient, parce qu'il faut le dire, le PNDP en 2004 avait 8 personnes. En 2010, ils sont passés à 161 personnes. Ces ressources humaines, si elles sont au niveau national, que deviennent-elles? C'est quand même le financement de l'État. Est-ce qu'elles sont toujours dans le couloir de la décentralisation ou bien ce sont des ressources humaines qui facturent désormais leurs consultations à l'État qui les a pourtant formées? Alors, l'ouvrage publié, c'est sous la coordination de Madame Marie-Madeleine Nga, qui est coordonnateur national du PNDP. À la cérémonie de dédicace, évidemment, elle a pris la parole. On va l'écouter. Globalement, 3 résultats primordiaux qui ressortent de l'analyse menée sont ainsi à mettre singulièrement en lumière. Premièrement, les approches participatives vulgarisées dans les communes par le PNDP jouent un rôle positif et significatif dans le développement des infrastructures au niveau des communes, favorisent l'engagement citoyen et influencent les actions menées dans le cadre des solutions endogènes à travers les mécanismes de participation citoyenne, mettant alors définitivement un terme à l'État-providence. Deuxièmement, la planification contribue à titre majeur à l'amélioration de la performance des communes parce qu'elle permet de capter les besoins et aspirations des populations à la base. Troisièmement, enfin, la réalisation des activités et projets issus du processus de planification produit des effets multiplicateurs autour de l'emploi, du renforcement des capacités et d'activités génératrices de revenus, induisant alors le développement économique des territoires, dénominateur commun des pays développés. Ces 3 grands résultats
en marge des autres importants résultats obtenus à l'issue de la réflexion menée, nous paraissent constituer de profonds leviers d'implémentation, de décentralisation et du développement local, à asseoir dans la poursuite de la mise en œuvre de ce processus au Cameroun. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous les acteurs qui ont significativement contribué à la réalisation de ce projet éditorial, très particulièrement à Monsieur le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, qui ne ménage aucun effort pour assurer au PNDP son accompagnement constant et permanent. Qu'il nous soit permis de signifier notre profonde et déférente gratitude à Monsieur le Président de la République du Cameroun, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lui qui inscrit donc l'ouvrage PNDP dans l'immense œuvre qu'il entend léguer à la postérité en matière de décentralisation et de développement local. Sur la base des investigations menées, le livre Décentralisation et développement local établit que l'implication des populations à la base dans l'élaboration des politiques de développement, si vous voulez, les approches participatives, eh bien cette implication est indispensable pour que la décentralisation s'accompagne d'un réel développement local. Il est démontré que le plan communal de développement est aujourd'hui un outil de planification efficace. Est-ce que les maires que vous êtes, vous sentez que c'est un besoin, c'est quelque chose qu'il fallait absolument avoir, et avec le PNDP, ça a pu contribuer à orienter le choix de vos projets, la réalisation de vos projets? Effectivement, le plan de développement pour la commune, c'est en quelque sorte une boussole, je peux dire. Chaque fois, quand il faut penser à réaliser un projet, on essaie de jeter un coup d'œil dans le plan de développement. La commune, c'est quand même une institution politique. Et on sait que vous, qui êtes élus, vous êtes des acteurs politiques d'abord. Est-ce qu'à partir du plan communal de développement, le maire n'a plus à décider que c'est à tel endroit qu'on envoie un forage, à tel endroit on envoie, je ne sais pas, un pont? Ça se discute maintenant de manière collective. Oui, ça se discute. Depuis la base, depuis le niveau d'élaboration même de ce plan. Parce que c'est la remontée des besoins des populations à la base. Maintenant, le maire reste quand même juge d'opportunité au regard de ce que, quand on a des besoins, on série les plus urgents et les moins urgents. Si il y a un ouvrage de franchissement, par exemple, qui a rompu dans un village, subitement, même si dans la hiérarchisation des besoins en termes de réalisation, ça n'apparaissait pas à ce moment-là. Le maire, en tant qu'acteur de premier plan pour la résolution des problèmes des populations à la base, peut, au lieu de maturer tel projet, dire non, nous avons une urgence, il y a rupture de route à tel endroit et ce projet passe au premier plan. Donc oui, les besoins sont là, la population est associée, l'engagement citoyen est là, la participation citoyenne aussi, mais le maire en dernier ressort reste juge d'opportunité pour l'intérêt bien compris des populations. Mais j'apprécie cet outil parce que avant, il suffisait peut-être que une élite soit bien située, ait la possibilité de faire venir... On vous construit deux CS, deux lycées dans un même village. Deux, trois projets. Maintenant, je dis merci parce que les ministres même veillent, quand nous maturons les projets que l'on adresse à tous ces guichets de l'État, là, il faut joindre une page, la photocopie de la page du plan communal de développement qui montre que c'est un besoin réellement exprimé par la population. Quand vous ne joignez pas, ça va dans le brailleur du ministre. Et vraiment, je profite de cette tribune pour leur dire merci parce que ça nous aide beaucoup. Avant, vous pouvez arriver dans un village
on traverse les hameaux, la brousse, pour aller mettre un poteau quelque part à côté d'une petite maison. Alors que dans d'autres villages, dans des quartiers d'autres villages, il y a une forte concentration de la population et on n'a pas cette énergie électrique. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de le faire parce qu'on s'appuie sur ce document de planification là pour réaliser nos actions. Le PNDP, sous la tutelle du ministère de l'économie, a travaillé avec, et vous l'avez souligné, Dr Ondoa, a travaillé avec beaucoup de partenaires financiers et techniques, notamment la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Union européenne, la coopération financière allemande, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds japonais de développement social. Mais de manière pratique, est-ce qu'on a ressenti l'apport de tous ces bailleurs, de tous ces partenaires dans la conduite des actions du PNDP? Alors, oui, lorsque je répondais au docteur tout à l'heure sur la notion élitiste j'ai fait remarquer que il fallait quand même une certaine élite pour assurer cette courroie de transmission entre les bailleurs et vous savez que ces bailleurs là souvent sont regardants sur une certaine façon de gérer. Il me souvient même que quand il a parlé du coordonnateur national, il y a une époque même si elle remonte à quelques années où ces bailleurs de fonds là avait exigé ne travailler avec personne d'autre que elle. Parce qu'il y a une certaine rigueur dans l'approche qu'elle a et qui rassurait les bailleurs. Donc, comment on pouvait sentir leur apport? On sentait leur apport par leur argent. C'est tout. C'est leur argent qui... Il y a eu d'ailleurs des prolongations, des périodes de... Mais oui, c'est leur argent qui faisait parler le terrain. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est vrai, Aléga Mbele, c'est qu'au Cameroun, le meilleur projet de la Banque mondiale, c'est le PNDP. Ça, toute l'histoire nouvelle du Cameroun, c'est le PNDP. C'est pourquoi vous avez vu tous ces décaissements, les guichets IDA qui étaient là pour véritablement accompagner. Parce que IDA, c'est véritablement vers le développement. C'est pourquoi j'ai parlé d'une sorte d'humanisme, d'humanitaire qui était fait. Le PNDP, l'Union européenne, vous allez aller dans les zones, croix frontières, Nigeria, Cameroun, Tchad, ce sont les bailleurs, c'est le PNDP qui construit les classes là-bas, accompagné du BI, parce que là, il faut saluer l'action du BI qui accompagne les acteurs et les prestataires du PNDP. Vous allez en Centrafrique, vous allez voir que toute la gestion des réfugiés là, c'est le PNDP. Vous allez voir que la nationalité, le PNDP a même sauvegardé la nationalité camerounaise à plusieurs endroits parce que dans ces endroits, les gens venaient acheter, prendre la nationalité camerounaise ou bien les Camerounais perdaient leur nationalité parce qu'ils voyaient ce que les humanitaires donnaient aux réfugiés. Le PNDP a réussi à faire ça. L'ayant dit, moi, j'ai quand même quelque chose qui me reste comme affaire. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu à pas faire. Si le PNDP, on part 2004-2024, par exemple, ça fait 20 ans. Les communes ont trop gagné du PNDP. Je le dis parce que l'architecture est là. Les communes aujourd'hui doivent montrer leur dynamisme. Le PNDP doit redescendre, pour moi, vers une entité mineure qui est nos villages. D'accord, on revient là-dessus. Je voudrais que vous m'écoutiez. Hein. Je relais là une partie de l'ouvrage. C'est le prélude de l'ouvrage qui est signé par le président de la République. Il écrit « Je suis heureux de constater que les compatriotes chevronnés dans divers domaines scientifiques et professionnels ont mis leurs compétences à contribution dans l'élaboration de ce livre qui dresse le bilan de 16 années d'activité du PNDP. Leur réflexion sur la gouvernance locale constitue une source précieuse d'informations pour les élus locaux, les acteurs du développement, les chercheurs, etc. Tout ce monde qui trouvera un nouvel éclairage sur les collectivités territoriales décentralisées. Dans le fond, quand on écoute le président dans cette lecture-là,
on a bien le sentiment que c'est une sorte d'adoubement, de cautionnement que le chef de l'État apporte à l'action du PNDP sur le terrain. Et on est d'accord ici que le PNDP a fait un travail. Maintenant, la grande question, c'est que fait-on de ce capital mobilisé? Comment pérenniser l'action du PNDP? L'État va réfléchir, si ce n'est pas déjà le cas, aux solutions pour pérenniser le patrimoine du PNDP. Parce que ce serait un gâchis. Ça veut dire, Madame le maire, vous imaginez une période transitoire, qu'est-ce qu'on fait pendant que l'État réfléchit? Moi, je pense que l'État ne devrait pas réfléchir à long terme. L'État devrait réfléchir à très court terme. Parce que, vous voyez, je prends l'exemple de leur produit phare qui est le PCD, à travers lesquels on maturait des projets qu'ils financent eux-mêmes, et puis d'autres guichets aussi. La durée du plan communal de développement, c'est 5 ans. Et ça a un coût très élevé. Peut-être les communes d'arrondissement, peut-être les communes des villes ont plus d'argent, mais nous, en milieu rural, nous n'avons ni la ressource ni l'expertise pour pouvoir renouveler ce puissant outil de planification des actions des CTD. Donc vraiment, ça urge de ne pas laisser passer une longue période transitoire au risque de voir les mairies retomber dans les petits travers, de faire ce qu'on appelle la marche arrière. Vous faites ou bien 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Moi, je pense que l'État qui a le souci du bien-être des populations saura trouver la voie idoine dans les délais dans les meilleurs délais pour que l'action du PNDP puisse continuer. Monsieur le maire, à mairie, vous pensez sous quelle forme, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire de tout ce capital, de tout ce qui a été fait par le PNDP pour que l'action continue? Les maires ont besoin du PNDP pour leurs actions politiques aussi, parce que ça montre que vous travaillez. Oui, mais... C'est pas mauvais? Non, on ne l'a pas dit, c'est pas mauvais du tout. Oui. Pour nous, vraiment, comme ma collègue vient de dire, excusez-moi, l'État n'a pas vraiment besoin de trop réfléchir pour pouvoir pérenniser ses actions sur le terrain. Ouais. Il faut aller vite. Il faut aller vite. La première question qu'il faut poser, est-ce que le travail que le PNDP a fait auprès des communes exige aujourd'hui que les communes soient sevrées? Non. Est-ce que... Voilà. Alors, maintenant, moi, je dis, monsieur Allega, j'insiste sur le fait que le programme du PNDP a remis en place l'agent principal du développement qui s'appelle monsieur le maire. Même si vous pouvez penser que le travail... Ou madame. Oui, monsieur ou madame le maire, excusez-moi. Même si vous pouvez penser qu'ils sont des grands bénéficiaires, mais avant, le travail du maire, on ne savait même pas à quoi ça rimait. Ça rimait. Donc, et le PNDP n'est qu'un programme. Le programme est appelé à prendre fin. À prendre fin. Ou un autre. Et vous pensez que l'avenir, ça peut être quoi? Une structure pérenne. Oui, justement. C'est quoi la structure pérenne? Il faut... L'État va penser. Parce que... C'est pas à nous, les maires, de dire... Nous, on dit qu'il faut que ça vienne vite pour qu'on profite davantage. Oui, parce que vous voyez, le renforcement des capacités est là même. À chaque début de mandature, il faut former les maires. Il faut former les maires, c'est très, très, et il faudrait très, déjà très important. à la prochaine mandature, que les gens, que l'organe en question soit déjà en place. Bon, on a retiré la parole au docteur. C'est un plaidoyer. Alors, il y a donc ça, la formation continue des maires. Il faut qu'il y ait une structure qui... alors, les batailles qu'il y a souvent, c'est que, vous savez que quand vous travaillez bien, vous suscitez aussi, vous êtes aussi un jugement pour d'autres. Et ce n'est pas facile. On parle, je vous prends un exemple, qu'on doit aller vers la décentralisation. Il y a 360 communes de ce genre. Si l'État donne 1 milliard à chaque
tribune, ça fait combien dans le budget? 300 milliards, 360 milliards seulement. Oui. On a des milliers de milliards pour des choses qui ne... Non, il ne faut pas dire ça. Vous n'êtes pas là-bas. Non. On essaie. Si on veut développer le Cameroun et qu'on a compris qu'il faut le développer à partir de sa base, il faut qu'on donne les moyens suffisants. Les jeunes vont rentrer au village s'il y a suffisamment de ressources pour les... Je suis d'accord avec vous. Pour les occuper. Et donc, il faut toujours qu'il y ait une structure qui accompagne les maires, qui les aide à performer. Et donc, il faut une structure plus pérenne, qui n'est pas sous l'épée de Damoclès que le programme va finir dans 4 ans ou dans ceci. Il faut donc que l'État s'assume et l'État peut bien financer une structure de ce genre-là. Sans qu'il y ait forcément une fusion entre une structure et une autre. Absolument, madame. Je suis d'accord avec vous. Ce que je voulais dire, pourquoi pas prier pour une continuité, puisque le développement... Les bailleurs ne donnent plus d'argent, c'est fini? Les bailleurs, on va négocier. On doit aller vers les bailleurs de fonds pour négocier. D'accord. Ouais. Encore que quelquefois, ce n'est même pas les bailleurs le problème. Ouais. Voilà. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Si vous avez commencé à dire qu'il faut pérenniser. Oui, il faut pérenniser. Et moi, je reste plus ou moins dans la logique que les maires, ils sont déjà majeurs. Pour moi, la commune, c'est depuis 1946 qu'elle existe dans notre pays. Elle a fait ce qu'elle a fait. Mais la Constitution, et ça c'est un chercheur qui a travaillé sur les chefs traditionnels au pouvoir. Lui pense que la chefferie traditionnelle doit être une entité décentralisée. Il le dit parce que la Constitution le permet. À l'article 55, alinéa 1, toutes les collectivités territoriales peuvent être créées. C'est-à-dire le président de la République peut, dans la logique de décentraliser davantage, afin que chacun rentre au village, comme vous avez dit. On donne la responsabilité aux chefs traditionnels. Pourquoi je le dis? Parce que vous placez les maires des communes actuelles, des 360 communes, comme des agents de développement. Non, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Madame, laissez-moi vous dire ce que vous êtes. Vous êtes des agents aussi de non-développement dans les communes. Pourquoi? Parce que il y a une sorte de division partisane dans les communes. C'est-à-dire, même les projets, pour qu'on les mette dans certains endroits, il faut que ce soit des zones favorables aux maires. Or, la chefferie traditionnelle, elle appartient au chef traditionnel. Quand il est là, il peut fonctionner éternellement. Et il gère quoi? Il gère en réalité tout le patrimoine de la commune. Posez-moi cette question d'abord, parce que moi je suis un chef traditionnel. Oui, c'est pourquoi je pense. Ce sont des études qui sont faites. C'est pourquoi je pense que la chefferie traditionnelle, le village en soi, est le lieu où on doit converger et graver nos forces. Vous ne pouvez pas dire non, parce que le plan communal de développement part du village. Et il n'est que le concentré de tout ce qu'on a dit dans les villages. Or, le retour de la commune pour le village est lent. C'est pourquoi on se retrouve avec des zones hyper enclavées dans nos localités parce que vos moyens. Or, si on fait une réforme de la décentralisation qui est permise par la Constitution, il est possible que, à partir du village, les gens soient davantage impliqués dans la gestion. Pour que Fokoué ou bien une commune comme Yaoundé 6 ne soit pas la commune la plus large du Cameroun, avec des zones rurales et qui empêchent finalement de voir même l'action du maire parce que le territoire est trop vaste. Il faut encore diviser ça. Et moi, je pense que... Mais ça prendra du temps parce qu'il faut passer par un découpage administratif. Et oui, ça ne relève pas de nous. Mais je voudrais qu'on revienne sur... Non, je termine. Ça relève... Tout ce qu'on fait là, ce sont les réformes parce que vous direz que le PNDP a fait ses 20 ans. C'est fini. Non, on doit s'inscrire dans la durée pour capitaliser et dire l'approche développement niveau village du PNDP. Est-ce qu'on doit mettre fin à ça aujourd'hui? Non. Pour qu'on mette encore en œuvre, on mette les moyens tels que vous avez expliqué, il faut que ce découpage, puisque la décentralisation n'est qu'un processus, ce découpage aille davantage sortir le PNDP de son élitisme. Vous allez voir dans ce livre,
Tous ceux qui ont écrit là, ce sont les noms connus. Il n'y a pas les noms des bénéficiaires dans ce livre. Peut-être les auteurs sont allés les voir, mais les bénéficiaires principaux à mairie n'ont pas parlé dans ce livre. Ce qui est un problème. Pourquoi? Parce qu'on a marginalisé le village. Le village qui nous accueille seulement quand on est mort. Pourquoi on ne veut pas le développer quand on est vivant? C'est ça mon plaidoyer. Le livre en lui-même a des données qui ont été collectées sur le terrain, donc ceux qui ont participé à l'élaboration de cet ouvrage. Ce que je veux dire, la collecte des données faite par le chercheur, oui, c'est valorisant. Mais l'écriture, récit du vécu d'un bénéficiaire, on pouvait le faire dans les 10 régions, ça aurait apporté une autre mayonnaise. Alors, sur cette question de la suite à donner au travail du PNDP, je voudrais qu'on reste là parce que c'est l'essence même de ce programme. Je vous invite à partager ces avis du ministre de la décentralisation et de David Abouem Achoui, qui est consultant. Le PNDP a marqué son passage d'une trace indélébile. Et cette marque comporte un certain nombre d'éléments qui peuvent servir d'inspiration. Je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, parmi les leçons apprises, on sait que quand on donne des allocations aux collectivités pour qu'elles décident elles-mêmes de ce qu'elles doivent faire, le résultat est meilleur que quand on fait une délégation à partir d'un ministère. De même, lorsque on renforce les capacités des populations pour qu'elles puissent surveiller elles-mêmes, s'approprier les projets, la maintenance est nettement meilleure que pour les projets qui sont affectés. Et je souhaite vivement que le gouvernement, que l'État puisse s'inspirer de ces solutions pour capitaliser ces expériences. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du PNDP? Je souhaiterais qu'il y ait une autre structure qui puisse prendre le relais et continuer cette belle œuvre sur laquelle tout le monde s'accorde. Et si le chef de l'État a accepté de mettre sa signature, ce n'est pas seulement en tant que promoteur de la décentralisation, mais c'est aussi, et je crois surtout, parce qu'il estime que le travail abattu par le PNDP en faveur du développement local et du processus de décentralisation est admirable, et j'espère qu'il va continuer. D'importants sillons ont été tracés, des balises ont été posées. Cependant, de nombreux défis en matière de décentralisation et de développement local restent à relever afin de permettre aux collectivités territoriales décentralisées de contribuer de manière plus décisive à l'émergence de notre pays. À ce titre, le livre nous interroge en partie sur la nécessité non seulement de capitaliser, mais aussi de pérenniser les acquis du PNDP. Distingués invités, mesdames, messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais vous inviter à une appropriation du livre PNDP afin d'enrichir les perspectives que suggère le processus d'accélération et d'approfondissement de la politique de décentralisation et de développement local voulu par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Nous sommes donc tous d'accord qu'il faut prolonger l'action du PNDP parce qu'au niveau des mairies, on a des résultats palpables. Le renforcement des capacités bénéfique pour vous, la mise en place des infrastructures socio-économiques, c'est également bénéfique pour vous, pour la population. Il y a eu beaucoup de choses. La gouvernance locale s'est améliorée progressivement dans les communes. Aujourd'hui, la Chambre des comptes n'a plus besoin de crier très fort pour recevoir les comptes de gestion à temps. Mais est-ce que le moment n'est pas venu, parce que nous sommes dans la projection, est-ce que le moment n'est pas venu de penser que l'État et ses partenaires financiers et techniques puissent définir de manière claire les rôles des différents acteurs à la décentralisation? Je pense que c'est là qu'il y a tout l'enjeu. Il faut que l'État voit comment ce bon travail qui est à parfait doit continuer. Il ne faut pas, les maires ont dit qu'il ne faut pas réfléchir pendant trop
trop longtemps. Et je ne crois pas personnellement que la solution est de prendre le travail du PNDP pour l'immerger dans une structure autre. Il faut que l'État décide de la continuité parce que le PNDP, c'est des objectifs aussi. Il faudrait que l'État trouve aussi des ressources pour penser à cette chose-là, parce qu'on comptait beaucoup sur les bailleurs de fonds. Bon, maintenant que vous le proposez, n'oubliez pas le volet ressources. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que vous avez crié peut-être trop tôt tout à l'heure. Je suis seulement en train de dire que dans l'élaboration de notre budget ici, on voit souvent là où l'argent part. Si on en prenait, il paraît même que la Constitution dit combien on doit affecter au 15%. 15%. Il faut même déjà que les 15%... Code général. Que les 15% soient déjà... Mais les apports du PNDP étaient compris, non? Oui, tu vois. Donc, ce que je dis, c'est que l'État peut bien trouver les moyens, quitte à tisser d'autres... partenariat avec les bailleurs de fonds. Pour réparer une énième fois au Lembe, on a trouvé là où on prend les milliards. C'est pas le même argent. Non, mais c'est toujours le même État qui cherche l'argent. C'est ce que moi je veux dire, c'est que quand on est résolument tourné vers le développement local, l'argent, est-ce que le maire veut savoir d'où l'argent vient? L'argent n'a pas les couleurs. Non, il a dit tout à l'heure. Il veut que les ressources puissent lui permettre d'assurer le développement local. Voilà. Et je voudrais rebondir sur la question du docteur pour dire que s'il y a une lenteur dans la perception ou bien dans le vécu de ce qui devait être au niveau des villages, ce n'est pas parce que ça se gère au niveau de la commune. C'est parce que, n'ayant pas suffisamment de ressources, on fait très peu et ça descend peu. Et ce n'est pas parce que vous aurez fait une subdivision administrative, que vous aurez émietté les pôles de décision, que sans ressources, le chef du village va faire quoi? Non, il ne fera rien. Il fera rien s'il n'a pas d'argent. Droit aux ressources, il va aussi faire. Mais je vous dis que le problème, c'est donc que s'il y a une bonne allocation des ressources, les maires ayant leur PCD avec les besoins, les priorités, mais le développement sera effectif à la base, puisque on travaille pour la base. 1946. J'ai dit travaille pour la base, nous n'avons pas je pense le pour terrain. Le PNDP, et c'est vrai. Si à l'image des 2 maires que nous avons sur cette table, les 360 maires de la commune, du Cameroun pensent que le PNDP est utile, vous avez une organisation, les CVUC. Engagez-vous à écrire au chef de l'État, à écrire à l'exécutif, parce que c'est aussi un travail de lobbying. Et je sors par là. Le problème du PNDP, c'est que les gens qui gèrent le PNDP ne viendront pas avec des effigies du parti, dire qu'on a fait ceci. Votez-nous pour ça. Ce sont des gens que, lorsque vous les observez, ils sont plus dans la logique de technocrates qui travaillent et laissent le reste faire. Or, d'autres structures budgétivores, si je suis dans la logique du docteur tout à l'heure, c'est le fait qu'ils manifestent leur action par l'adhésion et le militantisme actif des gens qui dirigent. Lorsque vous êtes dans cet environnement au Cameroun, or vous, les 360 maires, vous êtes des politiciens et politiciennes qui avaient la possibilité d'aller à la rencontre de l'acteur principal, qui est le chef de l'État, lui-même politicien et les députés, pour penser véritablement doter le Cameroun d'une instance ou bien d'une agence qui véritablement va gérer la décentralisation sans éviter de marcher sur d'autres personnes. Mais ça, c'est de bonne guerre. Chacun va chercher davantage à élargir ses champs de compétences pour avoir encore plus droit au budget. Et moi, je suis d'accord avec vous lorsque vous avez parlé de lobbying. Lorsque je suis cette affaire, elle est une affaire plus de lobbying que technique. Parce que si on veut regarder l'apport technique, qui sert aux politiciens? Moi, je ne vois pas le maire qui veut être lui qui va refuser. Et c'est de bonne guerre. Et c'est tout à fait normal. Quand vous êtes maire,
vous devez mettre de votre côté tous les atouts qui vous permettent de rester le plus longtemps possible. Je ne veux pas être péjoratif, mais qui vous permet de servir. Moi, je suis pour, parce que vous avez parlé tout à l'heure de ces maires qu'on chante tout. C'est quand même une curiosité. Normalement, un maire, dans d'autres pays, le maire est là pendant longtemps parce qu'il travaille. Et ça nous évite d'insérer toujours de l'argent pour la formation. La formation des maires coûte tellement cher que s'il faut les former chaque 5 ans, c'est un problème. Si ce n'est pas le premier adjoint qui passe, mais le parachutage ne nous sert à rien. Que le maire, dans la fonction publique, soit un produit de la fonction publique locale, qui connaît comment ça fonctionne. Peut-être conseiller municipal et devient aussi maire, peut-être receveur municipal, peut-être SG, peut-être agent de développement. Moi, je pense à que c'est une plus époque, on avait suggéré d'autres modèles. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des modèles où les conseillers, qui eux sont élus, partent chercher un maire qui lui les... Ce n'est pas le cas pour le moment. Nous avons une formule que nous devons... nous attendons les 360 signatures pour la pétition des maires. Est-ce que c'est possible, Madame le maire de Foucault? Non, nous ne sommes pas là pour... c'est pas un syndicalisme où on fait des réclamations, on tape... Non. Ce problème, chacun le comprend. Les maires le vivent. Ils s'expriment. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de la CRTV. Mais dans les chaumières, c'est connu. Donc, c'est pas... Nous n'allons pas faire de lobbying pour faire du bruit. Les maires sont des responsables. Et ils prendront la mesure des choses et sauront comment adresser le plaidoyer à qui de droit. Nous avons une structure fêtière des CVIC et puis je crois que... Merci beaucoup, Madame le maire. Vous venez de très loin, de Foucault, c'est à l'ouest du pays. Merci, Sa Majesté. Cette fois-ci, vous prenez... Plus loin que moi. Moi, je suis à 1500. Nous n'osons pas le dire. Sa Majesté, maire de mairie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas tous les jours que nous avons des invités venant de ce côté-là. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, docteur. Ouais, docteur, de nous exprimer sur cette question sensible. Oui, docteur Ondoa, merci d'être venu. Docteur Nka également. Mesdames, Messieurs, notre intention, c'était de faire le bilan de ce projet qui a fait son temps, 2004 à 2023. Il est arrivé à son terme et nous avons profité de la publication d'un ouvrage jeudi 3 août dernier pour en parler, poser la question comment capitaliser, pérenniser les acquis du Programme national de développement participatif. La discussion, vous allez la continuer à la maison. Nous disons merci. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous et s'il plaît à Dieu, on se retrouve dimanche prochain à la même heure. Merci.
d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les mêmes trafiquants politiques, les mêmes exploiteurs économiques. Le combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que les universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle. Quand vous faites le tour de l'espace, when you take a tour of the court of the headquarters of FESPACO, que vous rencontrez tous ces visiteurs, tous ces festivaliers qui sont en admiration, and you meet all the festival participants admiring the sculptures of Saab, then you realize that it is no ordinary art. Il faut avoir du génie pour faire le travail. You have to be a genius to do the recuperation work that he does. He is able to valorize waste and turn it into works of art that is highly appreciated. We are members of the same family because FESPACO is cinema. Cinema is the seventh art, so it is the sum of all art that is found in cinema. FESPACO and Saab have been accompanying each other over several editions of the festival, and thanks to the work of Saab, the court of the headquarters becomes an open-air museum where we encounter the work of the artist. De cet artiste-là, nous accueillons avec beaucoup de plaisir. We are very pleased to welcome all who have initiatives and would like to associate with FESPACO to strengthen the dimension of the Pan-African cultural space, a space for the encounter of cultures, for the promotion of African cultural identities, and finally, the space for intercultural dialogue. I have been nicknamed the King of Salvaging because of my work searching in rubbish dumps. That's why the press call me the Emperor of Rubbish Dumps. I didn't have the chance to go to a French school. I went to a Quranic school. After that, I relocated to town, searching left and right for something to survive on. We felt the influence of Thomas Sankara that people consider dead. Meanwhile, he lives on, and who in 1984 made a call to liberate your creativity. At that time, we were making little cars with iron, used cans, and I was congratulated by the president during an exhibition at the Fort August Stadium. When he died, the project died, but it remained engraved in the memory of those who were born artists. In 1996,
I said to myself, well, listen, Sahab, you depend on others' initiatives. Your whole life is defined by others' initiatives. You count on the choices of others to be happy. You count on others for your salary. You have to be at work whether or not you are needed. No, Sahab, you must wake up early. You must not go to bed early. According to the instruction of others, must a man be limited to that? Must we be limited to that in Africa? And I thought to myself, no, it is not possible. It is true that salary enables me to live, but it was not my source of pride because it was not my thing. My spirit was not disposed to just receiving a salary at the end of the month and spending it. My spirit sees further than that. Thomas Sankara used to say, no venture, no gain. You must dare, fight and convince. It is since then that I immersed myself into the world of art and effectively discovered that I was born an artist. So I started doing theater. It was not easy. After theater, I went into dance and it still wasn't easy. At a given moment, I said to myself, I love art. I want to live from art. I want to valorize African art. But do the other partners think as I do? Find something personal for which you are passionate, which keeps you free, which allows you to be in harmony with nature and in communion with God, your creator, to end up with something which gives value to Africa. And that's when I started working. At that time, metal waste was not being sorted out to be sent to Europe. It was disposed of as it was. So I went to rubbish dumps with empty bags. I picked up exhaust ports, chains, doors, handles, carcasses of bikes, reservoirs, bike lights, dishes, a little bit of everything. I found myself in this street after meeting with the master of artwork, Kanda Sahab. One day I went to the French Institute of Ouagadougou in 2004 and I saw that Kanda Sahab was organizing an art exhibition. He amazed me so much that I started frequenting his workshop. I started collecting waste with him and learning the trade. It is truly madness. Looking and collecting dumps of all stuff, whatever, it is truly madness. I know him since 1998. He was a family friend, particularly of my mother. He called my mother his mother. My mother was a woman whom everybody loved, even mad people. She was everybody's mother. Even though many people pointed fingers at him like he is mad, he doesn't know what he is doing, he won't do anything. When he came to my mother, she gave him advice. You must persevere. You get to the highest level of what you have chosen to do. You must work hard. Don't worry about others. Whenever he had a particular problem, he came to my mother. For example, when he needed money, he went to her. That's how we knew each other. At first, I considered him mad. He often came and explained what he was doing to my mother. When he was leaving, he teased her. That your fellow, he is mad. I have the impression that he has lost his head. But at the same time, when there is a problem between us and the family, he was the only one who could solve it. It was enough for him to come and sit with my mother or the person concerned and talk to them. He succeeded in reconciling the family. In any case, he was like a peacemaker.
Et mon tout première œuvre se trouve dans le jardin là où il y a My very first artwork is in the garden where that flag is. It is a bird. Why a bird? It was the path of liberty for me. A bird is free. A bird is independent. A bird does not need a visa to travel. A bird does not say this is Africa, that is the West. It flies to where he wants. And a bird has a very interesting philosophy. That one does not need to be employed by the state to live. One does not need to be in public service to live. Talk less of the number of certificates, baccalaureate, doctorate, etc. to live. One does not need to become a director in an air-conditioner office to live. One does not need to be a politician to live. One does not need to be a big trader to live. One does not need to be a big businessman to live. One does not need to be a big farmer or a peasant to live. One does not need to be an animal breeder, no. A bird has a pleasant universe. One needs liberty and independence to cross frontiers without a visa and without being disturbed by anybody. As far as I'm concerned, I would have wondered that my art, my inspiration, and my person should be inspired by a bird. Fly to wherever I want. Sit on the branch of a tree of my choice because nobody holds me. It is nature that holds me. That's how a bird is. It eats wherever it goes. It drinks wherever it wants. In the world of birds, they know each other. Who is king of chief, who isn't, and there is no favoritism. There are no elections in their world. They do not do politics in their world. There is no democracy imposed on whoever. I would like to have that spirit. Around 2003, we started working together. He searched in dustbins. I went with him. We salvaged objects together. I took care of the administration when he had a problem with papers. I helped him as much as I could. That's how we started. He created his artworks in front of me. That's when people started talking. I answered them thus: mad or not, we've started something, and I don't know where it will lead us, but I believe that everything God does is good. I participated in one of his exhibitions at the Cameroon Cultural Center. There is a security agent there that said to me, "Madam, what are you doing with this madman? Can't you go and look for a job? You are behind him. What can he well do? He can't give you anything. He can't do anything. He can't make money. You are there wasting your time with him." I laughed and answered him, whether or not he has something, what I know is that he has something in him that I find pleasing. His humor, his love, he is sentimental. He is somebody who feels for the human being. He cannot do anything harm to his life. Mr. Kwanda Sahab, personally, I think he is a genius. Because every time I try to understand where his inspiration comes from without becoming. Up to now, I recognize that he is a genius because when we are in the workshop, he will say, "Bring me this, bring me that," and suddenly the scripture arises from this. But at the start, he doesn't tell you what he is about to create. No, they just bring him pieces, and it is only after wielding that you will finally discover the object that he has created. C'est après la soudure seulement qu'on voit que c'est un objet qu'il veut sculpter. Lui, personnellement, il sait ce qu'il veut sculpter, mais nous ne savons pas.
fait dans le même domaine parce que lui... We are not exactly in the same domain because he does sculptures from salvage objects. He's active in all that concerns recycling. I am a bit more classical, but it's like an alliance of visions. I am attentive to what he does as much as he dips into salvage materials waste. So I am into metal, wood, but I also collect a certain amount also to make classic stuff. It is true that each artist has a certain amount of madness in him. Each exudes that little something which makes his personality. Sahab has come a long way. He has always had a message that he reminds us of often. At the beginning, I was mad. At the beginning, my family rejected me because I searched in rubbish dumps. It was really complicated. For him, it was like something that came from above. Sahab did not learn it. It is a gift, and one should know how to make use of such a gift. He has been able to make good use of the gift of his sons. Art is universal, so is inspiration. If you have the intention of making an elephant in your inspiration, you need a big bike, an exhaust pipe, little engines, transmission, and then you go to the rubbish dump to look for these spare parts. When I started, I wanted to start with a bird. What can a bird be made from? The reservoir of a big bike, an exhaust pod, a bicycle fork, and mud guards. That's how the inspiration came, with little to make the eyes. If the rubbish